Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Les résultats catastrophiques de cette année académique 2015-2016 interpellent toutes les couches sociales. Après vous avoir proposé la lecture des spécialistes de l'éducation, vous suivrez dans ce journal l'analyse des hommes des médias. En République démocratique du Congo, le dialogue national s'est ouvert ce jeudi, une première journée marquée par des affrontements entre la police et les membres du rassemblement de l'opposition. Et puis hors du continent, plusieurs chefs d'État se rendent en Chine pour participer au rassemblement des chefs d'État et de gouvernement du G20 prévu pour ce week-end. Bienvenue dans ce journal. Les résultats des examens nationaux de l'année académique 2015-2016 n'ont pas été des plus reluisants au Bénin, une situation qui révèle le vrai visage du système éducatif béninois et qui a suscité beaucoup de réactions. Alors que l'école béninoise est à la veille d'une nouvelle rentrée scolaire, quels sont les points sensibles à considérer pour mieux aborder les réformes du système éducatif et quelle serait la contribution des médias dans l'amélioration des performances du système éducatif? Éléments de réponse dans ce reportage de Fréjus Serment et Romaric Devouchy. 39,26% de taux de réussite pour le certificat d'études primaires et 16% pour le brevet d'études du premier cycle. Ces pourcentages obtenus pour le compte de l'année académique 2015-2016 ont de quoi susciter des réflexions sur l'amélioration des performances du système éducatif de la part des acteurs de l'éducation, des hommes des médias et de bien d'autres citoyens. Pour mieux aborder l'année académique qui s'annonce et obtenir de meilleurs scores, une rétrospective des résultats précédemment évoqués n'est pas superflue. La pitance, la recherche de la pitance prend une forme si cruciale que l'enseignant, au retour des cours, s'il les a adéquatement faits, est obligé encore de courir le cacher, sinon de susciter des TD. Quand l'enseignant est déjà dispersé comme ça, il ne peut pas en donner et l'élève ne peut pas en recevoir de lui. Il y a un problème de ressources, la qualité des ressources dont on dispose. Et je sais que ce problème-là est arrivé certainement à cause de la fermeture des écoles de formation. L'inspection n'a pas été présente sur le terrain comme il le faut, surtout vers les zones reculées. La proposition des épreuves et leur correction n'échappe pas aussi au regard critique des acteurs de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils proposent les sujets? Ce sont des gens fatigués qui ne connaissent pas encore les réalités du système. Les instituteurs là, qui ont fait le travail à la base, c'est ceux-là qui doivent proposer des sujets. Et qui sont ceux qui corrigent. C'est les dames, les bonnes dames là, qui sont à Calavi là, qui ne veulent pas aller travailler là, qui n'ont jamais enseigné. Pour d'autres, l'exécutif a aussi manqué de lancer un signal fort pour un renouveau au sein du système éducatif béninois. Le gouvernement de Talon aurait eu le courage de mettre un seul ministère de l'éducation, que cela aurait rassuré tant soit peu sur les intentions réelles d'aller de l'avant. Quant au président du réseau béninois des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, Gérard Guédegbe, il plaide pour la promotion de l'éducation par l'action médiatique. Donc il faut renforcer la formation des médias, il faut appuyer les médias dans les programmes, les émissions qui permettent de renforcer le dialogue politique dans l'éducation. Les décisions qui sont prises au niveau réglementaire pour gérer le système éducatif, est-ce que ces décisions sont en accord avec comment le système doit fonctionner? La question des règlements intérieurs dans les écoles qui date de plusieurs décennies, ce qui est normalement un sujet. Donc il faut essayer de voir à quel niveau nous intervenons pour que les acteurs puissent prendre les actions qu'il faut pour agir. Le système éducatif béninois, pour l'amélioration de ses performances, aura donc besoin non seulement de l'introspection de ses acteurs, de la responsabilité du gouvernement, mais aussi et surtout de la veille constante et permanente des médias. Les forces de sécurité publique étaient face aux hommes des médias à la préfecture de Cotonou ce jeudi. À l'ordre du jour, le bilan partiel des réformes enclenchées pour sécuriser la ville de Cotonou et les mesures sécuritaires en cours pour mieux contrer les velléités des malfrats. Présents à ce point de presse, les gradés de la police nationale, les responsables de la compagnie de gendarmerie du littoral. Le compte rendu est de Moriagua et Fréjus Fiossi.
Ce point de presse consacré au bilan partiel des réformes sécuritaires entreprises depuis la prise de fonction du préfet du littoral s'est penché sur plusieurs points dont la réglementation des heures de circulation des gros camions dans la ville de Cotonou, la situation des supermarchés sur le plan sécuritaire. Le commandant de gendarmerie de la brigade de compagnie de Cotonou explique le fondement de l'arrêté interdisant la mobilité des deux roues dans la zone commerciale de Cotonou. Nous avons d'abord étudié la menace. Et après cette étude de la menace, nous avons aussi étudié les vecteurs qu'empruntent ces hors-la-loi pour venir dans la zone commerciale. C'est après cette étude que nous avons suggéré à Monsieur le Préfet de prendre un arrêté pour qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties dans la zone commerciale. Pour le porte-parole du commissariat central de Cotonou, cet arrêté a porté ses fruits. Depuis le 17 juillet passé, date de la mise en vigueur de cette opération, les divorcés sociaux ont déserté les lieux pour orienter leur velléité ailleurs. C'est pourquoi l'opération Mamba est fortement outillée et les dispositions idoines et appropriées en moyens logistiques sont prises pour une sécurisation totale et globale du département. D'ailleurs, le plan de bouclage de la ville de Cotonou est actualisé et le comité départemental de sécurité s'est penché sur les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Le directeur départemental de la police nationale de l'Atlantique et du littoral par intérim invite la population à considérer le maintien de l'ordre comme une science. Par conséquent, comme toute science, il doit évoluer par erreur corrigée. Donc, chemin faisant, nous allons corriger les différentes erreurs qui vont se présenter à nous. L'ordre public, c'est aussi la recherche d'équilibre entre le désordre tolérable et l'ordre indispensable. Le secrétaire général de la préfecture du littoral a quant à lui évoqué les mesures sécuritaires à prendre désormais par les supermarchés de Cotonou. Il a été décidé qu'au niveau des supermarchés, qu'on ait des postes de gardiennage et que les supermarchés soient munis de systèmes de vidéosurveillance. Un comité a été mis en place et ce comité travaillera avec le directeur de la police nationale pour voir les mesures à prendre. Le maintien de l'ordre concerne aussi la salubrité et à cet effet, les chefs de quartier et d'arrondissement sont appelés à jouer leur partition lors de la deuxième édition de la campagne de salubrité prévue pour le 3 septembre. L'annonce de la réélection d'Ali Bongo au scrutin présidentiel au Gabon a suscité la colère des sympathisants et militants de l'opposition. Au lendemain de la proclamation des résultats par le ministère de l'Intérieur, les manifestations ne faiblissent pas. Les rues de la capitale gabonaise, le Sénat et l'Assemblée nationale ont été mises à feu. Que pensent les Gabonais vivant au Bénin de ces événements? Suivez ce reportage de Moriagua et Fréjus Fiossi. Émeutes meurtrières, pillages et interpellations en série, la situation est toujours tendue au Gabon, plusieurs jours après l'annonce de la réélection de Ali Bongo Ondimba par la commission électorale mercredi avec 49,80% de voix et 48,23% pour son challenger Jean Ping. La plupart des Gabonais rencontrés à Cotonou n'ont pas voulu se confier à nous. Seul Verdali Nzoé Ondobiang, membre de la société civile au Gabon, en fin de formation au Bénin, a accepté de se prononcer. Il déplore les agissements avant la proclamation des résultats. Notons d'abord que les deux camps n'ont pas respecté la loi. Parce qu'au moment où la CNEP était en train de compiler les résultats, la première chaîne de télévision, Gabon Télévision, a organisé une émission. Le vice-premier ministre en charge de la santé, Paul Biya-Rumba, vient à la télévision pour venir déclarer que c'est Ali qui a été élu. Avant même qu'on ne puisse dire quoi que ce soit, c'est d'abord la majorité qui a d'abord enfreint les lois de la République. Et après, Ping a fait sa déclaration 2 jours après, je pense, 2 jours après, 48 heures après, pour dire qu'il était président élu. Bon, au regard de ce qui précède,
ce n'est pas du tout à fait sérieux de la part des deux camps. Parce qu'un État qui se respecte, les hommes qui se respectent ne devraient pas se comporter comme ça. Donc, moi je condamne avec la plus fermeté ce genre d'ajustement. Il condamne la violence et appelle la communauté internationale au secours. Le sang ne doit pas couler. Nous avions participé ici au Bénin, on a eu des élections. Moi j'ai vu une démocratie, voire même une démocratie, plus une démocratie que les pays qui sont démocratiques depuis 500 ans. J'ai vu une démocratie participative ici. Il n'y avait pas d'invectives, il n'y avait pas d'insultes. Les télévisions étaient régulées de façon impartiale. Chaque acteur politique ou bien chaque candidat avait son tour, sa plage auquel le candidat devait intervenir. Mais au Gabon, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, il y a ce climat-là. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut absolument que la communauté internationale puisse faire asseoir les deux camps et pour parler, parce que le sang est en train de couler, le sang des Gabonais n'a pas droit de couler pour une élection. Une élection, mon Dieu, on est où? À cause d'une élection, les Gabonais vont mourir. Parce que un camp veut s'accrocher au pouvoir et l'autre camp veut venir avec la force. La force, ce n'est pas ça, monsieur. Il s'agit de ces questions de démocratie. Ce Gabonais en formation au Bénin appelle Jean Ping et Ali Bongo à trouver un terrain d'entente afin que le Gabon ne connaisse une guerre civile. Toujours sur le continent, le dialogue national en République démocratique du Congo a démarré ce jeudi 1er septembre à Kinshasa. L'ancien Premier ministre togolais Eden Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine pour ce dialogue, a ouvert ses assises en présence des représentants de la majorité, de ceux d'une partie de l'opposition ainsi que de la société civile. Reportage. Rejeté par l'opposition congolaise en qualité de coordonnateur des assises du dialogue national en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, facilitateur nommé par l'Union africaine, a pu convaincre une partie de la classe politique congolaise. Ce jeudi 1er septembre, les travaux préparatifs de l'organisation des prochaines élections dans le pays sont lancés. Dans ses propos, le facilitateur revient sur la nécessité d'unir les fils et filles de la RDC pour une élection calme 4 mois avant la fin du mandat de Joseph Kabila, actuel président du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la dernière étape, l'étape cruciale de notre entreprise, et nous travaillons toujours d'arrache-pied pour conduire ce processus à bon port. Depuis janvier, quand nous avons été désignés par Mme Zuma, nous n'avons pas lésé sur les efforts. Pour le chef de la délégation de l'opposition représentée, ces assises sont cruciales pour apaiser les tensions en RDC, même si l'opposant historique Tshisekedi boude ce forum et conditionne sa participation à plusieurs préalables. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays. Le secrétaire général du parti au pouvoir, quant à lui, salue l'initiative du dialogue national qui répond selon lui à plusieurs besoins. L'élection aujourd'hui en Afrique n'est pas nécessairement la solution idoine qu'on recherche ailleurs. Parfois, l'élection peut être l'occasion d'une situation de friction et de fissures dans les tissus sociaux, dans la cohésion nationale. Et donc, préparons mieux l'élection afin qu'elle participe à faire une embellie qui continue, plutôt que de faire en sorte que l'élection soit une occasion de chute ou de retour en arrière par rapport à énormément d'acquis que nous avons, notamment la paix. La réussite et l'application des recommandations qui seront issues de ces travaux pourront éventuellement sortir la République démocratique du Congo de l'impasse politique. Le président guinéen Alpha Condé a reçu ce jeudi le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Tous deux se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers 2 semaines après une manifestation d'opposants suivie de violences meurtrières.
Le rassemblement de centaines de milliers de partisans de l'opposition le 17 août dernier, réclamant la démission du président guinéen Alpha Condé, a porté ses fruits. Ce jeudi 1er septembre, le chef de l'État a reçu le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Il n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, il faut qu'on installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition tel que la loi, qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je fais remarquer que la loi a été votée à l'unanimité de l'opposition de la mouvance. Donc c'est pas moi, je n'ai eu que l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc réinstallé dans son rôle de chef de file. Il a été ministre, Premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il prend des relations avec tel pays. Une occasion que le chef de file de l'opposition a saisie pour évoquer les questions économiques, politiques et sociales. Par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Aplanir les divergences politiques entre les deux ténors et améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens guinéens sont les engagements pris par le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, porte-parole de l'opposition. En Tunisie, au moins 16 personnes ont péri et plusieurs blessés ce mercredi à l'aube dans un accident d'une rare gravité impliquant un poids lourd, un bus de transport public et plus d'une dizaine de véhicules près de Kassirine. Accident de circulation ce mercredi 31 août en Tunisie dans la localité de Kamouda. Au moins 16 personnes sont mortes et 85 autres blessées dans la collision bus-poids lourd. Parmi les personnes décédées figure le conducteur du camion dont les freins ont cédé selon les premiers éléments de l'enquête. Dans un premier temps, le camion est entré en collision avec un bus de la Société régionale de transport de Kasserine, ce qui a provoqué son renversement du côté droit du passage où se trouve un espace qui abrite malheureusement chaque mercredi le marché hebdomadaire de Amouda. Le camion a continué sa trajectoire et a percuté deux voitures dans un deuxième temps qui étaient à l'arrêt sur le bas-côté. Cela a provoqué le renversement du camion. Les deux voitures ont percuté une ligne de haute tension qui a provoqué un incendie. Depuis le début de l'année 2016, 528 personnes ont péri dans les accidents de circulation, soit une hausse de la mortalité de 9,1% par rapport à la même période de 2015 dans un pays de 11 millions d'habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Tunisie apparaît comme le deuxième pays d'Afrique du Nord touché par la mortalité routière. Au Caire, des cyclistes profitent de la fluidité et de la circulation du week-end pour faire des exercices physiques. Pour y arriver, Ahmed, un jeune sportif, arrête de rares véhicules pour faire passer des milliers de coureurs. Tous les vendredis matins, dans la capitale égyptienne, ces cyclistes envahissent les rues quasi désertes de la mégapole, connue pour ses embouteillages monstres. Chaque vendredi matin, des milliers de coureurs se rassemblent au Caire, malgré la chaleur et les bouchons qui engorgent les rues. Au programme, 4 km de footing dans la ville la plus peuplée d'Afrique. Dans n'importe quel autre pays, les routes sont fermées pour les marathons, mais pas ici. Alors nous venons ici chaque vendredi à 7 h du matin, car la circulation n'est pas encore trop dense. La circulation, c'est ce qui nous inquiète le plus. Le Caire est magnifique, mais c'est beaucoup plus agréable le matin. Après ça, la circulation est horrible, surtout vers 16 h. En Égypte, le sport est surtout pratiqué dans des clubs fréquentés par les élites.
Mais depuis peu, des coureurs de toutes origines organisent des joggings collectifs dans la capitale grâce aux réseaux sociaux. Fondée en 2012, l'organisation des coureurs du Caire attire entre 2000 et 3000 personnes chaque semaine. Et les cyclistes font aussi leur apparition. On nous a harcelés, ridiculisés, les hommes comme les femmes. Les gens nous répétaient que ce n'est pas un endroit pour rouler en vélo, que les routes sont déjà assez encombrées. Ça me mettait mal à l'aise, mais j'ai ignoré leurs commentaires. Et maintenant, des gens nous disent qu'ils aimeraient eux aussi rouler à vélo. Le président Abdel Fattah al-Sisi a même appelé les Égyptiens à troquer leurs voitures pour des vélos. Mais les routes dangereuses et l'absence de pistes cyclables découragent beaucoup de monde. C'est assez difficile et dangereux. J'ai déjà eu 2 accidents à vélo, j'ai été percuté par 2 voitures et je suis tombé d'un pont. Il y a eu beaucoup d'incidents, mais je n'abandonnerai pas. Plus de 3 millions de véhicules sont enregistrés au Caire et dans la province voisine de Gizeh. Mais rien ne semble décourager les cyclistes et les piétons. Et puis en image, la Chine accueille du 4 au 5 septembre le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement du G20 lors d'un sommet à Hangzhou. Plusieurs chefs d'État ont déjà foulé le sol chinois. Eh bien, on peut noter l'arrivée du nouveau président brésilien Michel Temer, de l'Argentin Mauricio Macri et du Tchadien Idriss Déby Itno. Ce sommet est la 11e édition et à sa 11e édition, un groupe qui réunit les principales économies avancées et émergentes du monde. Et le thème choisi pour cette édition est « Vers une économie mondiale novatrice, revigorée, interconnectée et inclusive ». Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et à demain.